Aujourd'hui dans Mythbuster, il va falloir esquiver les coups et s'accrocher, car nous vous préparons un cocktail explosif de déchets meurtriers Mon arme favorite, du granité potentiellement meurtrier. et des prouesses de haut vol dignes des meilleurs films d'action. Monte sur l'hélicoptère, Grant! Tout d'abord, Ça a l'air plutôt inoffensif, n'est-ce pas? Mais vous pourriez en mourir. un gobelet rempli de soda lancé d'une voiture peut-il vraiment tuer le conducteur de la voiture d'en face? Il est temps d'inspecter la blessure. Ensuite, est-il vraiment possible de se hisser sur un hélicoptère et de s'accrocher à un rebord façon héros de cinéma hollywoodien? J'aimerais rencontrer le héros capable de s'accrocher à ça. Qui sont les Mythbusters? Adam Savage C'est le chaos! et Jamie Heineman. Détends-toi, tu ne sentiras rien. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. Au revoir. À leur côté, Gary Byron, Des explosifs et de l'électricité. Tori Bellecci, Des crashs et des incendies, j'adore! Grant Imahara, avec la participation de Jesse Camp. C'était génial! Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Ferme les yeux. Je vais te peindre un tableau avec des mots. Je suis dans ma voiture sur l'autoroute et je viens de m'acheter un soda servi dans un gobelet en polystyrène. Sauf qu'on ne m'a pas donné celui que j'avais commandé. Oh, t'aimes pas ça? Je sais. Du coup, je balance le soda par la fenêtre, vu que je suis un crétin. Le gobelet frappe une voiture qui roule dans le sens inverse, toujours sur l'autoroute, traverse le pare-brise juste au niveau du conducteur qui meurt sur le coup. Un gobelet en polystyrène peut faire ça? Ça m'étonne aussi. C'est dingue! Comme si jeter ces déchets par la fenêtre ne suffisait pas, le méchant de ce mythe aurait tué le conducteur d'une voiture d'en face avec un gobelet en polystyrène rempli de soda. Tout en conduisant à une vitesse normale, notre heureux pollueur a jeté son gobelet encore plein par la fenêtre, ce qui aurait transpercé le pare-brise d'un pauvre conducteur innocent qui passait par là, avec assez de force pour le mettre KO pour toujours. D'accord. Maintenant, c'est moi qui vais te peindre un tableau avec des mots. Je te préviens, je ne ferme pas les yeux. Pas de problème, ça ne sera pas long. Et si on fabriquait un canon qui propulse des gobelets de soda? Non? Vraiment? J'imaginais plutôt deux voitures avançant dans des directions opposées comme pour une joute et des jets de gobelets par la fenêtre. Un peu de patience, on fera ça à la fin. Mais d'abord, il faut déterminer ce qui se trouve dans le gobelet. Du soda avec des glaçons, juste des glaçons, du granité. Il faut savoir quel contenu est le plus puissant et le plus adapté. Bon, d'accord. Je savais que ça te plairait. Donc, avant le lancer de déchets sur autoroute, Je crois que je l'ai touché! Adam et Jamie vont s'armer d'un canon à air d'intérieur de la taille d'un grand collisionneur de hadrons. Enfin presque. Ça fera l'affaire. Ils cherchent à savoir quel contenu aura le plus de force à l'impact. En parlant de force, voilà le Yoda du soda. Le voilà, notre gobelet en polystyrène potentiellement meurtrier. Pour les besoins de notre expérience, je veux savoir quelle quantité d'énergie ce gobelet transmet à l'objet qu'il frappe, qu'il soit vide ou rempli de différentes boissons. Comment je vais m'y prendre? Avec ceci, une cellule de charge. Ce petit bouton juste ici peut me dire, lorsque je le frappe avec quelque chose, la quantité exacte d'énergie transférée de l'objet vers la cellule de charge. Mais nous voilà avec un objet trop gros et une cellule trop petite. Je vais donc augmenter la surface de ma cellule de charge en la plaçant entre ces deux lourdes plaques d'acier. Lorsque ce gobelet frappera la première plaque en acier, l'énergie sera transférée au bouton qui me dira précisément quelle quantité d'énergie ce gobelet potentiellement meurtrier pourrait avoir. C'est prêt. Une fois les plaques en place, ils pourront comparer précisément l'impact de chaque gobelet propulsé par le canon. Avec un angle réglé au pif, j'aime bien. Voilà comment ça fonctionne. C'est un réservoir sous pression fabriqué exprès avec une valve à action rapide intégrée. Lorsque nous ouvrons cette valve, tout l'air du réservoir sort à haute vitesse et se dirige tout droit dans le canon. Notre gobelet est éjecté au bout, frappe cette plaque contre la cellule de charge. C'est du gâteau. Une boisson pour accompagner le gâteau? Toute cible doit être personnalisée. Et... Jamie est donc la lumière au bout du tunnel.
Les chutes de cinéma, ça veut dire quoi? On va tester des mythes sur des cascades de cinéma? Je peux faire l'homme qui tombe à Oui pic? et non. Oui, tu peux faire l'homme qui tombe à pic. Et non, nous n'allons pas exactement tester des mythes sur les cascades de cinéma. Nous allons en fait tester des mythes sur les chutes évitées. Tu parles du scénario classique d'Hollywood, où quelqu'un se raccroche à un rebord uniquement avec le bout de ses doigts? Exactement. Ça a l'air dément. Le fait de s'agripper du bout des doigts est un cliché classique du grand écran. Apparemment, dans tous les films d'action, le héros parvient à s'agripper indéfiniment. Parmi toutes les variations possibles, y en a-t-il au moins une vraiment plausible? Pour le découvrir, l'équipe va s'attaquer à deux des méthodes les plus courantes. D'abord, peut-on vraiment tenir jusqu'à l'arrivée des secours? Ensuite, se hisser sur un hélicoptère? Réalité ou fiction? Les amis, j'ai trouvé l'endroit idéal pour ce test. Il y a une tour d'entraînement pour les pompiers à Pleasanton. Elle a des rebords partout, on accède facilement au toit et elle est assez haute. Pour le premier test, j'aimerais qu'on prenne en compte la largeur du rebord pour voir de quelle manière ce facteur influe sur la durée pendant laquelle on tient. D'accord, il suffit de construire un appareil qui se place sur le rebord et qui s'ajuste facilement entre 10 cm et 1 cm. Il sera donc possible de lier la durée de suspension à la largeur du rebord. Puisqu'on va travailler en hauteur, il y aura pas mal de risques. On pourrait demander à un grimpeur professionnel de nous accompagner pour nous assurer. Comme ça, si nous tombons, il n'y aura pas de bobo. Et nous pourrions faire le test avec lui pour voir la performance d'un professionnel par rapport à celle d'amateurs comme nous. Qu'est-ce qu'on attend? L'équipe se rend donc chez les pompiers pour voir combien de temps on peut rester accroché en attendant les pompiers. Quand nous avons planifié ce test, ça avait l'air plutôt facile. C'est haut. On va s'accrocher au rebord et voir combien de temps on tient. Mais maintenant que je suis à 23 mètres de hauteur, je me demande si c'est vraiment nécessaire. On peut pas faire l'essai en s'accrochant à une porte? Eh bien, pas vraiment, parce que la motivation est l'un des facteurs clés de ce mythe. Et le fait de s'accrocher en hauteur permet d'augmenter le facteur stress. Mais au cas où ce ne serait pas suffisant, voici une petite démonstration. Nous avons là le bâtiment parfait pour cette expérience. Il ne nous manque plus que l'adrénaline. Lorsque vous vous accrochez pour votre survie, l'adrénaline vous fournit un supplément d'oxygène et de sucre qui pourrait vous permettre de tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Pour faire monter l'adrénaline, nous allons vous montrer ce qui pourrait arriver si ça tournait mal. Avec notre vieil ami Buster. Attention en bas! Buster tombe de 21 mètres et au moment où il touchera le sol, il aura une vitesse de 72 km/h. Mais regardez-le, il a l'air d'aller plutôt pas mal. Ah non. Et les producteurs pensaient que ça allait nous motiver? Ça va pas bien dans leur tête. Maintenant que notre équipe a les nerfs en plot, examinons le programme. Nous allons d'abord tester combien de temps on peut rester suspendu à un rebord. Pour cela, j'ai construit cet engin, l'ajusteur de rebord. Il est totalement réglable pour que nous puissions contrôler chaque fois la largeur du rebord. Nous allons la raccourcir de plus en plus jusqu'à ce qu'on ne puisse plus tenir. Nous aurons alors une bonne idée de la durée pendant laquelle un amateur peut tenir. Mais avant les péripéties, rencontrons celui qui va tirer les ficelles. Quelqu'un veut le frapper? Aaron, un grimpeur professionnel, n'aide pas seulement l'équipe avec les protocoles de sécurité, Vous allez vous positionner sur le rebord et je voudrais que vous disiez « Tension ». il a également installé le dispositif d'assurage de façon à ce qu'il ne supporte pas le poids des grimpeurs au moins jusqu'à leur chute. C'est bon? Impeccable. Tori, c'est toi le cobaye. Dans les films, les rebords ont des formes et des dimensions différentes. Nous allons reproduire cela. L'objectif est d'obtenir un ensemble de données qui met en relation la largeur du rebord et la durée de suspension. Accrochez-moi. Et pour commencer, nous allons utiliser un rebord plat et très large. Vaut mieux vérifier 2 fois, au cas où. La largeur initiale du rebord sera de 10 cm, ce qui devrait être largement suffisant même pour les gros doigts de Tori. Je me mets en position. Bonne chance mon ami. C'est un peu flippant. Ça va bien se passer. Ok. Bon, test de Tori à 10 cm. Prêt? C'est parti. C'est parti. Tiens bon, Comment tu te sens? Ça va. ne lâche pas. Mais même avec suffisamment de surface pour bien s'accrocher, après seulement 30 secondes, la fatigue commence à se faire sentir. Comment ça va? Bien? J'essaie de me concentrer. Et comme Adam l'a dit, La gravité, mon cher, ce n'est pas seulement une bonne idée, c'est une loi. du coup, contrairement aux héros hollywoodiens, Tori finira indéniablement par tomber. Mais comment? Il va le découvrir dans la douleur. Ça va?
Réjouissez-vous de ne pas avoir été les cobayes. Oh non, j'ai du sang partout. Oh, si vous êtes sensible, ne regardez pas, car l'inspection a révélé une grosse entaille. Mais la vidéo révèle que les dégâts auraient pu être bien pires. Tori est tombé d'un étage avant d'atterrir sur un rebord, et c'est son tibia qui a tout pris. Quand j'ai vu le sang sur mon pantalon, je savais que ça pouvait être grave. Un gobelet de soda lancé d'une voiture en marche peut-il traverser votre pare-brise et vous tuer? Pour le découvrir, Adam et Jamie veulent d'abord savoir quel contenu potentiel est le plus puissant à l'impact. Comment? À voir Adam s'affairer, ça va être scientifique. Il va y en avoir partout. Alors, je vais prendre des précautions. Une fois que l'atelier ressemble bien à une scène de crime, l'expérience peut commencer. Mais avant cela, les Mythbusters veulent régler la vitesse du canon de manière à ce qu'elle simule celle des deux voitures circulant en sens inverse sur une autoroute, soit un total de 210 km/h. Paré pour le tir, voyons de quoi il est capable. Feu dans 3, 2, 1... C'était vraiment puissant. Et effectivement très puissant et très rapide. 306 km/h. Et nous ne sommes qu'à 1,4 bar. C'est un peu trop rapide pour nous. Pour le deuxième essai, Jamie a une idée astucieuse pour compenser les différences de masse des gobelets. Pour que ces essais soient valides, il faut que les gobelets frappent la cible à peu près à la même vitesse. Donc, après réflexion, je me suis rendu compte que je pouvais régler précisément la vitesse en plaçant le gobelet directement dans le canon. Alors, gobelet rempli de glaçons, 111 cm. C'est comme ça que nous allons procéder. Feu dans 3, 2, 1... La vitesse finale était de 216 km/h. Parfait. Maintenant que le canon tire à une vitesse constante, nous allons bientôt découvrir quelle boisson a le plus de punch. Je vais vous raconter une petite histoire qui s'appelle « Oh non, je ne veux pas de ce soda, il n'y a pas de glaçon. Je vais le jeter par la fenêtre. » Un gobelet plein de soda enroulé dans du plastique, pesé puis tiré d'un canon. Vous êtes servi. 632 grammes. Feu dans 3, 2, 1... C'est trop marrant. Ton portrait plastifié s'en tire plutôt pas mal. Je vois ça. Tu devrais faire ça en vrai. Me faire plastifier le visage? Ouais. J'adore regarder des expériences comme ça. Superbe. Imagine que ça te frappe en plein visage. Vitesse finale 212 km/h. Génial. Et la force? 1663 kg/h. Le gobelet rempli de soda a atteint une vitesse de 212 km/h, ce qui nous donne le nombre magique à battre. Alors Adam, et maintenant? Je vais vous raconter une petite histoire qui s'appelle « Ah, j'ai commandé un soda et je pensais avoir eu le bon. Mais j'en ai eu un à la cerise, alors que je n'aime pas du tout. Je vais donc le jeter par la fenêtre. » Dans le coin rouge, avec un poids de... 649 grammes. Nous avons un mélange de soda et de glaçons. Chargeons le canon. Ça te rappelle quand tu travaillais à la ferme avec les vaches? En fait, oui. Tout doux, Marguerite. Ça va bien se passer. Soda et glaçons, feu. Dans 3, 2, 1... Ça ne va pas marcher. Non. La vitesse est de 216 km/h. Et la force? 1965. 1965, c'est beaucoup. Intéressant. Malgré une légère différence de masse, la différence de force à l'impact est relativement importante. La suite au menu du chaos. Du granité bleu. En gros, c'est un mélange de glace pilée et de liquide. L'impact sera-t-il plus puissant?
Je n'en sais rien. Je pense que tout est une question de masse, mais on va faire l'essai pour le découvrir. Jamie a tout juste. Newton nous apprend que dans un monde parfait, et à condition que les gobelets se déplacent tous à la même vitesse, le gobelet dont la masse est la plus importante aura le plus fort impact. Et ce dernier est de peu le poids lourd de nos déchets. Tu penses que ça fait une différence qu'il soit bleu et pas rouge? Juste de quelques photons. Granité. Feu dans 3, 2, 1... C'est puissant. C'est pour ça que t'as les lèvres bleues. Génial! La vitesse parfaite, 216 km/h. David, quelle était la force? 1989. Sans blague? J'espérais que ce soit le cas. Bon, le granité a remporté le concours des sodas. Mais pourquoi? La masse pourrait y être pour quelque chose. Ou alors, il se pourrait que le mélange du granité, composé de glace fine et de liquide, lui permette de transférer davantage d'énergie cinétique à la cible que ses concurrents. En tout cas, nous avons un vainqueur. La boisson qui frappe le plus fort et le plus joliment est le granité. Pour le mythe des chutes de cinéma, Tori a encore une fois fait don de lui. Oh, de la science. Mais l'expérience ne peut pas s'arrêter là. Pas de sang dans ma voiture. Non. Pendant que Tori se rend à l'hôpital pour faire recoudre sa jambe, Il faut se motiver à ne pas lâcher. Oh non, j'ai du sang partout. Grant et Jessie poursuivent. D'après moi, je vais rester accroché pendant 10 minutes, au moins. Et ensuite, vous verrez les traces de mes ongles le long du mur. Avec l'adrénaline à son comble et le rebord qui s'amenuise, 7,5 cm. Grant Imahara dit Grant à la poigne d'acier est accroché au rebord. Je me mets en place. C'est bon? Go. Avec un rebord de 7 cm et demi de largeur et un style hors du commun, son temps est similaire à celui de Tori. Ok, je vais lâcher. 1 minute et 3 secondes. C'est vrai? C'est assez cohérent. Les temps sont cohérents, mais souvenez-vous que dans le mythe, le héros reste accroché indéfiniment. Est-ce que j'ai l'air lourd dans ce harnais? Et nos amateurs tombent inexorablement. Bon, prête pour 5 cm? Regarde, le bout de mes doigts ne fait même pas 5 cm de long. Évidemment que je suis prête. C'est bon. Le chrono est en marche. Malgré la diminution de la largeur, Jessie a suffisamment de place pour se tenir et une fois encore, son temps se situe aux alentours de la minute. 1 minute 6. Pas mal. Ah oui. Il commence à glisser. Oui, je lâche. Bien joué. 1 minute 17. Nous en sommes à la moitié de nos essais. Pour l'instant, nous avons déterminé une durée moyenne pour un amateur de 60 secondes. 5 cm, c'est pas si terrible. J'ai tenu plus d'1 minute. On va réduire la largeur à 2,5 cm. Et là, ça va vraiment commencer à être difficile. On va voir. À 2,5 cm, les hommes ne peuvent plus s'accrocher que par le bout des doigts. Jessie va découvrir si se retenir à ces petits centimètres est vraiment réaliste. Ça fait beaucoup plus mal. Tiens bon, Jessie. Je lâche. 33 secondes. C'est vraiment beaucoup plus dur. Vraiment? Oui. En effet, Jessie a tenu 2 fois moins de temps que pendant l'expérience précédente, lorsque la largeur du rebord n'importait pas. Ce qui n'est pas bon signe pour Grant, car il est le suivant et le rebord disparaît. Mes amis, vous avez là 1,3 cm. Et je ne vais pouvoir m'accrocher qu'à ça. Je prédis beaucoup de souffrance. Mais pas pour très longtemps. C'est parti. Voilà. Mais avec toute la volonté du monde, sa poigne d'acier ne peut pas grand-chose. Bon sang, c'est fou. Car il ne peut tout simplement pas s'accrocher. Prête? Je suis plus que prête. Rien du tout. Même pas une seconde. En voilà la preuve. J'adorerais rencontrer le héros capable de s'accrocher à ça. On essaye de se motiver en se disant « Je dois m'accrocher, sinon je vais tomber ou mourir. »
Mais ce n'est pas une question de volonté à 1,3 cm. Dès que j'ai posé la deuxième main, d'un coup, tous mes doigts ont lâché et je suis tombé. C'était si rapide que ça. C'est impossible. Ainsi, en contradiction totale avec le film, si vous vous retrouvez accroché par le bout des doigts, vous ne tiendrez pas bien longtemps. Rien du tout. Et même avec une largeur suffisante, ce n'est pas évident. Dans une situation réelle, il vaut mieux espérer que les secours arrivent à l'hollywoodienne en un rien de temps. Mais il s'agit d'un mythe de film d'action. Comment s'en sortirait un héros hollywoodien? On remplace donc nos deux amateurs Grant et Jesse par Aaron, alias Action Man. Je suis là pour ça. Tout d'abord, Aaron s'attaque au rebord de 2,5 cm. C'est bon, allez-y. Le chrono est en marche. Et il améliore considérablement le temps de Jesse. Vous tremblez. 48 secondes. Pas mal. Mais le plus impressionnant, c'est sa prestation à 1,3 cm. C'est tout petit, hein? Ouais. Rappelez-vous que Grant n'a même pas tenu une seconde. Ok, c'est bon. Il tient. Vous êtes génial. J'arrive pas à y croire. Super. 14 secondes. C'était génial. Donc, même si t'es un grimpeur super fort, t'as que 14 secondes avant de tomber d'un rebord tout petit. Oui. Cette idée de pouvoir s'accrocher indéfiniment comme dans les films d'action est complètement bidon. Oui, bidon. Dans leur quête pour tester la capacité meurtrière des gobelets, 1. Adam et Jamie ont passé leur après-midi à tirer des gobelets avec un canon sur un portrait plastifié de Jamie. Normal. Étonnamment, ton portrait se porte bien. Je réagis rarement quand on me frappe au visage. Jusqu'à présent, ils ont découvert que le granité était la boisson la plus puissante. Et cette puissance suffit-elle à traverser un pare-brise et à donner au conducteur un sérieux coup mortel? On passe à la suite. Pourquoi pas? Nous avons déjà prouvé l'incroyable puissance du granité bleu sans marque. Que fait-on maintenant alors? On fait exactement ce que tu proposais au début. On place deux voitures face à face qui déboulent l'une sur l'autre comme pour une joute sur autoroute. Et je lance le gobelet de granité bleu sur ton pare-brise. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Et si on plaçait un pare-brise sur le côté de ma voiture et que tu lançais le gobelet dessus? Ça marche, allons-y. Après cette livraison très pratique de pare-brise, Adam se met au travail pour les placer sur le côté du pick-up et installer Buster dans le siège de la mort. Notre mannequin s'assiera... ici. Il pourra tester le mythe en toute sécurité, enfin pour certains seulement. Ce n'est pas bon signe lorsqu'on vous peint tout en rouge. Tu sentiras un petit pincement. Et une fois sur place, il est temps de faire une petite description. Voilà comment ça va se passer. Je vais jouer le rôle du passager sur l'autoroute à 96 km/h, sirotant un granité que je viens d'acheter. Mais ce n'est pas ce que j'ai commandé, et de façon très cavalière, je vais le lancer par la fenêtre. Le gobelet s'envole et paf, il frappe le pare-brise. Au cas où notre gobelet parvient à traverser le pare-brise et à atteindre Buster, nous allons placer des autocollants Shockwatch à des endroits stratégiques, c'est-à-dire sa poitrine et sa tête. De cette façon, nous saurons s'il a été blessé. Au cas où vous ne le sauriez pas déjà, les autocollants Shockwatch sont de vieux amis de l'émission. Ils sont un moyen simple mais efficace d'indiquer l'ampleur du trauma auquel Buster sera exposé. N'importe quel choc au-dessus d'une certaine valeur entre 50 et 150 G les brise et les déclenche. Buster est prêt, la piste est prête et après quelques échauffements, nos conducteurs sont prêts. Superbe! Ça a l'air plutôt inoffensif, n'est-ce pas? Mais vous pourriez en mourir. Granité bleue en main, que la joute des déchets meurtriers commence. Jamie, t'es prêt? Je suis en position, prêt à y aller. Jamie est dans le pick-up et notre pilote est prêt pour ce premier essai à la vitesse de croisière de 64 km/h. 64 km/h avec un vrai granité dans 3, 2,
1, partez. Dans le prochain essai, ils seront à une vitesse plus réaliste de 96 km/h. Mais pour l'instant, Adam se fait la main. Un peu plus près. Je crois que je l'ai touché. Génial! Je l'ai touché! Regarde ça! Super, et la vitesse n'était que de 64 km/h. À 64 km/h, c'est prometteur. Ce n'était qu'un essai, et je n'ai pas entièrement touché le pare-brise. Mais les dégâts sont quand même importants pour cet essai à basse vitesse. C'est génial! Je crois qu'on peut améliorer ce résultat. Si Jamie se rapproche des cônes, j'atteindrai mieux la cible. J'adore ce dispositif. Pour l'instant, je suis plutôt satisfait. Du chaos organisé, c'est fait. Possibilité d'éléments scientifiques élevée. Des Mythbusters heureux confirmés. Prévision, on monte d'un cran. Mon véhicule est expérimental. Mon arme favorite, du granité potentiellement meurtrier. Essai à 96 km/h avec granité dans un gobelet en polystyrène dans 3, 2, 1, partez! J'ai hâte. Ça se présente vraiment bien. Je crois que ce lancer était parfait. Je ne sais pas pour toi, mais je suis vraiment surpris. En plein dans le mille. Dans le mille. Bien joué. Un lancer parfait. Le gobelet s'est dirigé tout droit sur Buster. Comment s'en sort-il? Je vérifie ses fonctions vitales. Je les vois, ils sont tous intacts. Oui, mais il n'a pas été mortellement blessé. Mais bon sang. Si ça arrivait à ta voiture, tu serais très mécontent. Et très probablement en danger. Sans parler du risque d'accident. Parce que je n'y verrai plus rien. Absolument. Il ne fait aucun doute que l'impact aurait causé un accident. Mais étonnamment, Buster semble avoir échappé à toute blessure directe. Et écoutez bien Jamie, parce qu'il a l'explication. Ce pare-brise, comme tous les pare-brises actuels, est fabriqué en verre feuilleté. Il s'agit de deux plaques de verre séparées par du plastique caoutchouteux. Comme ça, si le verre explose, comme c'est le cas ici, la membrane maintient l'ensemble. D'ailleurs, on peut voir sur la caméra à haute vitesse comme il s'est bombé à l'impact, sans pour autant être percé. Mais évidemment, tôt ou tard, on finira par percer ce pare-brise. Il nous reste une dernière chose à tester. Laquelle? C'est un classique au cinéma. Le héros est sauvé par un hélicoptère. Mais celui-ci n'a pas le temps de se poser. Le héros doit s'accrocher au patin et se hisser dessus avant d'atteindre la cabine, malgré le courant descendant causé par les pales et le vent. C'est un super mythe, mais personne ne nous laissera nous suspendre à un vrai hélicoptère. T'as raison, et c'est pour ça que nous allons construire notre propre hélicoptère. Tu veux dire une imitation d'hélicoptère avec des patins, un gros ventilateur qui souffle à 130 km/h pour simuler la vitesse de croisière d'un hélicoptère. On dirait que tu lis dans mes pensées. Ensuite, nous mesurerons le courant descendant créé par l'hélicoptère pour le convertir en poids. Poids que nous porterons alors pendant l'expérience. Parfait. Prenons le prochain vol vers l'atelier. Pour commencer le travail sur ce mythe, Et voilà comment nous fabriquons la tête de Grant. Tori fabrique encore une fois une nouvelle tête pour Grant. Hey, il a un robot! Ça suffit. Nous n'avons pas vraiment parlé du fait que lorsqu'on s'accroche au patin de l'hélicoptère, les pales créent un courant descendant. Cela représente une énorme pression de l'air qui pourrait vous mettre KO. Nous devons donc trouver un moyen de mesurer ce facteur. J'ai là le buste de Grant, qui représente la même surface qu'une personne qui s'accroche au patin. J'ai accroché Grant sur la balance. Donc, dès qu'il y a un changement de courant, nous pourrons le mesurer. Ça marche. Évidemment, la méthode la plus directe de tester ce mythe serait d'essayer de s'accrocher à un hélicoptère en vol. Malheureusement, les assureurs nous ont dit que c'était trop dangereux. Mais ne vous inquiétez pas, car nous avons un plan astucieux qui demande aussi la présence d'un vrai hélicoptère.
Nous avons fait appel à des instructeurs de vol pour tester ce mythe. Il s'apprête donc à découvrir la force du courant descendant créé lorsque l'hélicoptère fait du surplace directement au-dessus de la tête. Regarde ça. Ça baisse à 500. Maintenant 700. Quand on s'éloigne du centre de l'hélicoptère. Oui, Lorsque la tête de Grant sur la balance est proche de la circonférence extérieure des pales, Maintenant c'est à 900. le courant descendant atteint un pic d'environ 1 kg. Mais dans le mythe, le héros se hisse sur les patins. On veut que les patins soient juste au-dessus de la balance. rapproche-le un peu. Lorsqu'il est prêt, le courant descendant est étonnamment faible. Regarde ça. Ça descend à une cinquantaine de grammes. Ah oui? On obtient entre 50 et 80 grammes quand il fait du surplace. Ce qui est plutôt insignifiant. Et même le fait de remonter soudainement ne change pas grand-chose. C'est monté juste au-dessus de 100. 100 grammes, c'est rien. Tes habits pèsent plus que ça. Nous avons fini de mesurer le courant descendant de l'hélicoptère. Les résultats étaient très cohérents. Nous lui avons demandé de faire du surplace au-dessus de la balance. Lorsqu'il descendait, le poids augmentait, mais seulement jusqu'à 50 grammes, ce qui ne représente rien. Nos habits pèsent plus lourd que ça. À un moment donné, on l'a fait remonter d'un coup, comme pour un décollage, et le poids a atteint un pic de 130 grammes, ce qui n'est toujours pas énorme. On dirait que le courant descendant de l'hélicoptère ne va pas vraiment affecter la capacité de quelqu'un à s'accrocher à un patin. En résumé, contre toute attente, l'équipe peut ignorer le courant descendant causé par les pales de l'hélicoptère et se rendre sur leur prochain lieu de travail. Le meilleur moyen de transport. Aucun signe n'interdit la présence de machines lourdes ou de Mythbusters. Parfait, car à la piscine, ils ont tout ce qu'il leur faut, y compris une superbe imitation d'hélicoptère réalisée par Jessie à l'atelier. C'est cool. Nous voilà avec un hélicoptère. Génial. Parfait. D'accord, ce n'est pas un vrai hélicoptère et il est en grande partie en contreplaqué. Mais je dois dire qu'il est vraiment plutôt pas mal, vu le temps que j'avais. Où sont Rick et Terry? Mais surtout, tout est aux normes. Ces jambes de train sont à un angle de 45 degrés et les patins sont faits avec des tuyaux de 8 cm, comme sur un vrai hélicoptère. Combien de fois avez-vous vu dans un film d'action quelqu'un sauter sur un hélicoptère et se hisser dedans? Et nous allons pouvoir essayer. Nous sommes les héros aujourd'hui. Nous serons suspendus au-dessus de la piscine. Prêt au décollage? Comme ça, si nous tombons, nous ne nous tuons pas. Nous tombons juste dans la piscine. Nous décollons, nous décollons. L'objectif, c'est de s'accrocher au patin, de se hisser et de se mettre en sécurité dans le cockpit. Oh non, des turbulences! Accrochez-vous! Accrochez-vous! Mais des patins réalistes placés sur un faux hélicoptère ne sont pas les seuls obstacles auxquels les Mythbusters devront faire face pour arriver en sécurité. D'après nos tests avec le vrai hélicoptère, nous savons que le courant descendant est minime. Mais soyons clairs, nous sommes dans un film d'action, donc il faut qu'il se déplace. Comment simule-t-on un vol dans une piscine? Avec ceci. Je vous présente le ventilateur d'1,80 m de diamètre relié à un gros moteur de 350 chevaux. Il est capable de générer des vents d'une vitesse de plus de 150 km/h. Cela suffit pour tester la vitesse de croisière de notre hélicoptère et c'est plus qu'assez pour tester ce mythe. C'est un ouragan instantané. Mes vêtements vont s'envoler. Je devrais peut-être porter 2 couches. Mesdames, préparez-vous. Miam, du délicieux granité sans marque de Mythbuster. Glacé, fruité, bleu et potentiellement meurtrier. À utiliser avec précaution. Extrême précaution. Car lancer un gobelet plein sur une voiture à 96 km/h, ça donne ça. Souvenez-vous, nous le faisons nous pour que vous n'ayez pas à le faire vous. Buster et moi espérons que cela donne une leçon de précaution à quiconque userait à mauvais escient d'un granité. Non seulement les dommages primaires causés au pare-brise sont violents, mais les dommages secondaires, le fait que le conducteur est incapable de voir à travers les bris du pare-brise, entraînerait sûrement un accident très grave. Je n'aurais jamais imaginé de tels dégâts. C'est incroyable. On ne peut pas faire bien pire. Enfin, si vous vous appelez Buster, la situation peut toujours empirer, car ils remettent le couvert. Cette fois-ci, on s'assure que le pare-brise reste bien en place. Lors de notre dernier essai, le pare-brise s'est détaché et il est tombé. Donc, le choc s'est réparti.
Alors, s'il reste bien en place, j'espère que lorsque le projectile le frappera, l'énergie sera concentrée à un seul endroit. Et peut-être qu'il le traversera. On verra ça. C'est bon, je les vois. Allez, en plein dans le mille. Je crois que j'ai réussi. Il est temps d'inspecter la blessure. Regardez-moi ça! J'en ai le souffle coupé. Le gobelet a traversé. Est-ce que le monsieur est touché? On dirait pas. Donc, malgré l'impact prometteur, le pare-brise a encore une fois réussi à dissiper l'énergie. Buster est mouillé, mais pas mort. J'ai l'impression que le pare-brise prend une grande partie de l'énergie. Il l'absorbe. Oui. Le liquide pénètre, mais ça ressemble plus à un éclaboussement qu'à un jet uniforme. C'est sûr. Si tu reçois uniquement le gobelet en pleine face à 96 km/h, ça te tue. Mais je pense que ce pare-brise te protège suffisamment. Je le pense aussi. Eh bien, après avoir détruit plusieurs pare-brises avec plusieurs délicieux granités, je suis ravi qu'un granité ne représente pas un danger mortel sur l'autoroute. Il ne risque pas de traverser votre pare-brise et de vous tuer. Mais ne vous y trompez pas, cela crée un ensemble très important de facteurs dangereux, voire mortels. D'une part, vous ne pouvez plus rien voir à travers le pare-brise. Ensuite, vous êtes recouvert de granités collants. Et enfin, vous avez des éclats de verre sur le corps et le visage. Ces trois éléments peuvent suffire à causer un très grave accident. Mais pour ce qui est de la capacité meurtrière du granité en lui-même, à travers un pare-brise, je dis non. Ce mythe est bidon. Bidon, mais les réjouissances ne sont pas terminées. Nous décollons. Jesse Grant et Tori vont réaliser leur rêve de film d'action. Ils veulent savoir s'il est possible de se hisser sur un hélicoptère façon Hollywood. Voilà ce qui devrait se passer. On s'accroche, mais on ne commence pas à grimper avant d'arriver devant le courant d'air. L'objectif, c'est de grimper sur le patin et de rentrer dans l'hélicoptère sans tomber dans l'eau. Ok, qui commence? Pas moi. Moi non plus. C'est moi qui m'y colle. Ne lui parle pas des piranhas. Je pense que ça va aller. J'ai une bonne technique. Mais je me demande ce que ça va donner avec le vent. En effet, ce sont ces vents à 130 km/h qui simulent la vitesse de croisière d'un hélicoptère, ainsi que la partie inférieure et la structure des patins qui donnent son authenticité à ce test. Mais rien de tout cela ne stoppe Jessie, la cascadeuse. Elle a été habile et rapide, et sa technique semble tout droit sortie du manuel des cascadeuses. Bien joué, on dirait un petit singe. Bravo. Les vents sont assez puissants. Regardez, ils ont déplié les jambes de mon pantalon. Oui, et ton t-shirt a failli s'envoler. Tu ne rigolais pas quand tu disais que tes habits allaient s'envoler. Alors, qui sera capable de reproduire sa prouesse? Prêt? C'était fou. J'étais accroché au patin et au fur et à mesure que ça avançait, je me disais, ça va. Et d'un coup, je suis arrivé au niveau du vent et j'ai cru que j'allais pas y arriver. Et que j'allais tomber dans l'eau. C'était dingue. Dingue, bien sûr, mais aussi très faisable. Et maintenant que Grant réussit à se hisser avec pour seul souci un dysfonctionnement vestimentaire, Monte dans l'hélicoptère, Grant! le mythe et les rêves de grand écran des garçons ont de beaux jours devant eux. Il avait la rage! Je suis en vie. Je suis monté dans l'hélicoptère. Vous avez vu comme son t-shirt remonte? Bon sang, heureusement que son pantalon ne s'est pas fait la malle. Dans tes dents, le héros. Ce test était trop bien. Et il est donc possible de se hisser sur un hélicoptère en vol. Oui, mais ce n'est vraiment pas aussi facile que ça en a l'air dans les films d'action. Pour l'instant, ce mythe sur les chutes de cinéma a l'air vrai. Je crois qu'on s'en est plutôt bien sorti pour de simples amateurs. Jusqu'à maintenant, on a vu que cet objet pouvait traverser un pare-brise. Mais lorsque c'est le cas, l'impact n'est pas assez fort pour tuer quelqu'un. Ce qui entraîne la question suivante. Quel objet en serait capable? C'est là que ceci entre en jeu.
Allons-y! Qu'est-ce qui va arriver à Buster? Laissez-moi vous dire que je serais terrifié à l'idée de voir ça traverser mon pare-brise. Encore une fois parmi tant d'autres, je me demande bien ce que je suis en train de faire. Bon, pour faire court, Adam est en train de rater son tir. Il le rate même plusieurs fois. Et même s'il parvient à toucher le pare-brise, c'est encore raté. Mais ils sont tenaces, les Yoda des sodas. C'est ma dernière chance. Vais-je y arriver? Le lancer sera-t-il précis? Bon sang, je l'espère. Je crois que j'ai réussi. Cible probablement touchée. Le projectile a enfin touché le pare-brise, mais comme Adam utilise tous les dons sportifs qui lui ont été donnés à la naissance, c'est-à-dire aucun, le tir a dévié. L'impact près du cadre a endommagé le verre mais n'a pas inquiété Buster. L'équipe commence à manquer de pare-brise. Il faut donc trouver une méthode de lancement un peu plus précise. Ce n'est pas un tir parfaitement centré, mais je crois que Jamie a une solution qui, d'après lui, devrait être plus précise que mes lancers et mes espoirs réunis. J'ai hâte de voir ça. À l'atelier, pendant que Adam préparait le cadre du pare-brise, Jamie avait l'air de bien s'amuser. Vous avez entendu ça? C'est le son de Monsieur Heinemann qui s'amuse. On commence à comprendre sur quoi il travaillait. Et c'est un parfait exemple de ce qu'il ne faut pas tenter chez soi. C'est assez simple. Nous avons ici un réservoir d'air, qui est en fait un extincteur modifié, une valve à action rapide, un coude et un tube. Il suffit de placer le soda là-dedans, d'appuyer sur le bouton, et le soda s'envole. Je te présente mon petit canon à soda. Génial! Allons l'essayer. D'accord. Dans un étrange mélange de Mad Max et de MacGyver, Jamie tire une canette de soda sur Buster à l'aide d'un canon à air portatif. Tout ça pour tirer avec précision sur la cible, ce qui n'est pas le cas au premier essai. Le trou est net, mais je dois toucher le conducteur. Ouais, on réessaye? Ils remettent le couvert, mais encore une fois, pas de chance. Un tir direct, mais pas sur le conducteur. Encore une fois, Buster voit le soda et les éclats de verre le frôler. Et comme il s'agit du dernier pare-brise de l'équipe, on en revient au classique. Il ne nous reste plus qu'à lui tirer dessus à bout portant. J'ai hâte de voir le résultat. Ouais, moi aussi. Petit canon à soda dans 3, 2, 1... Oui, moi aussi. Et j'ajouterais ouille. Tu l'as tué. Tous les autocollants de sa poitrine se sont déclenchés. C'est pas génial? Nous avons déclenché les 3 autocollants posés sur la poitrine de Buster, ce qui veut dire, comme souvent à la fin de Miss Buster, des objets de la vie courante peuvent devenir meurtriers si Jamie construit un canon pour les propulser. De toute évidence, si quelqu'un construit un canon et vous tire dessus avec un soda à bout portant, comme je viens de le faire, vous mourrez. Mais lancer un soda d'une voiture sur une autre voiture, à moins que cela ne cause un accident, ce n'est pas si dangereux. Que peut-on en conclure? Eh bien, tu as réussi à créer une boisson meurtrière. Oui. Mais c'était un petit gobelet et à bout portant. Très juste. Mais je dois dire qu'une boisson dans un gobelet en polystyrène, même si elle peut causer de gros dégâts au pare-brise, elle ne présente pas un grand danger. Ce mythe est complètement bidon. Exactement. Bidon. Notre mission est terminée. D'accord. Beau canon, mais tu as des problèmes de précision. Ouais, j'ai besoin d'entraînement.